Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, l'autorité indépendante de gestion des élections, EJ, l'axe 8 de la lettre de cadrage du gouvernement en marche. Il s'agit de la création des bonnes conditions de travail en vue de réussir les prochaines élections dans la transparence et l'apaisement. Toujours avec le Premier ministre chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga a présidé la cérémonie d'ouverture des journées économiques du Burkina Faso au Mali. Bamako abrite l'événement depuis ce lundi. Les initiateurs veulent mettre en corrélation les acteurs des secteurs privés de nos pays AES pour nouer ou du moins consolider les partenariats et la coopération. Les FAMA neutralisent plusieurs leaders terroristes à Tinzaouaten. C'était au cours d'une opération spéciale d'envergure tenue hier dimanche. Nous allons pour vous retourner sur les faits dans ce journal avec Ibrahima Traoré. 16e conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. La COP16 se tient à Riyad, la capitale saoudienne. Les travaux ont démarré ce lundi 2 décembre avec comme ambition d'apporter des réponses adéquates à la crise grandissante liée à la dégradation des terres et aux sécheresses. On fera le point avec nos envoyés spéciaux Adibou Koulibaly et Abou Kone. C'était là le sommaire. Bonsoir à tous, merci de nous suivre et bienvenue aux informations que nous commençons avec ces images. La tradition bien respectée à Koulouba, il s'agit de la montée des couleurs à chaque premier lundi du mois en présence du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition. C'était donc ce matin à Koulouba. Pour la circonstance, le chef de l'État est entouré du personnel de la présidence. La montée donc des couleurs ce matin à Koulouba, chaque premier lundi du mois, en présence du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, entouré pour la circonstance du personnel de la présidence. Le rendez-vous mensuel de ces devoirs patriotiques institués par les autorités de la transition également respectés à la primature. Présent le général de division Abdoulaye Maïga, chef du gouvernement. Il s'agit encore de la montée des couleurs. Et là, c'était à la primature en présence du Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, entouré des membres du cabinet et de certains membres du gouvernement, du gouverneur, entouré du cabinet et d'autres agents de la primature. C'était donc ce matin. La montée des couleurs. La montée des couleurs instituée par les autorités de la transition chaque premier lundi du mois. Plusieurs leaders terroristes neutralisés. Une action de nos FAMA à Tinzaouaten. C'était au cours d'une opération spéciale d'envergure hier dimanche. Ces chefs terroristes tués étaient impliqués dans plusieurs attaques contre les populations et les FAMA. Là-dessus, je vous propose un retour sur les faits. C'est avec Ibrahima Traoré. Que s'est-il passé ce 1er décembre 2024 à Tinzaouaten? Au petit matin, plusieurs leaders terroristes se donnent rendez-vous pour une réunion. C'est au lendemain de l'annonce de la création d'un fantomatique front, des mouvements minutieusement suivis par les services de renseignement. Après recoupement d'informations solides, l'état-major général des armées ordonne une opération spéciale de grande envergure. Les drones prépositionnés dans le secteur entrent en action avec précision et portent un coup fatal à la chaîne de commandement de la nébuleuse terroriste active au Mali. Le bilan est lourd, très lourd côté ennemi, avec la neutralisation des cadres comme Shogib Ag Atahar, Al-Baraka Ag Al-Faki, Moussa Ag Baïdiknan, Bachara Ag Ahmed, Fahad Ag Al-Mahmoud, Mohamed Ag Asherif Dimafik, Sidi Ag Baï
et Jamal Ag Al-Baraka. À Tenzawaten, localité située à 200 km au nord de Kidal, à la frontière algérienne, les terroristes se croient être maîtres des lieux. Ils s'y retrouvent très souvent pour la planification de leurs actions néfastes à la sécurité de la région. C'était sans compter sur la vigilance des forces armées maliennes. Oui, cette localité est placée sous surveillance aérienne depuis plusieurs mois. Ces leaders terroristes payent ainsi le prix de leur implication dans plusieurs attaques ciblées contre les populations civiles et les FAMA. Des FAMA qui multiplient des succès opérationnels et qui sont déterminés à combattre avec professionnalisme le terrorisme sous toutes ses formes. Cette victoire des FAMA sonne encore comme un rappel de l'avertissement du ministre de la Défense, disant que l'ennemi ne connaîtra jamais le repos, du moins jusqu'à ce que les bombes et les troupes d'assaut les traquent et les envoient vers le repos éternel. Voilà, Ibrahima Traoré pour toutes ces précisions. Sur un tout autre plan, suite des visites de prise de contact du Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga était à l'archevêché et à l'autorité indépendante de gestion des élections EJ. Vous le savez déjà, la tenue prochaine des élections au Mali demeure une des priorités des autorités de la transition. Cette visite s'inscrit donc dans cette dynamique où le Premier ministre, dans ses propos, a évoqué l'axe 8 de la lettre de cadrage du gouvernement. Il s'agit de la création des conditions adéquates en vue d'élections transparentes et apaisées qui mettront fin à la transition dans un pays où il fait bon vivre. C'est en tous les cas les sollicitations et les prières faites à l'archevêché où le soutien et l'accompagnement de l'Église catholique n'ont pas fait défaut à l'endroit des autorités de la transition. Mamari Kone, Aliou Touré. L'autorité indépendante de gestion des élections EJ joue un rôle de premier plan dans la bonne organisation des élections devant mettre fin à la transition. C'est pourquoi la visite du Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation au siège de la structure est perçue comme un signe d'encouragement. Après un bref entretien avec le président dans son bureau, le Premier ministre rencontre le président, les commissaires et le personnel de l'EJ dans la salle de conférence La Démocratie. Une occasion saisie par le président de l'organe indépendant pour faire une brève présentation de la structure ainsi que les travaux effectués en 2 ans d'existence. Nous avons mis en place l'ensemble des coordinations de l'EJ au niveau de l'intérieur du pays, mais également au niveau des ambassades et des consulats. Cet ensemble, monsieur le Premier ministre, est constitué aujourd'hui de 6460 agents. De ce que nous attendons de vous, monsieur le Premier ministre, un accompagnement fraternel, un accompagnement de responsabilité et un accompagnement de devoir à accomplir. Il est évident que c'est un dispositif institutionnel qui rassure, parce que le Premier ministre, il a marqué sa volonté aujourd'hui de venir donner cette impulsion, mais l'EJ doit s'assurer aussi que le dispositif opérationnel qu'il y a à sa disposition ne ménagera aucun effort pour accompagner valablement l'EJ dans l'accomplissement de sa mission. Après avoir salué l'autorité indépendante de gestion des élections pour le travail abattu depuis sa création, le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, a dévoilé le contenu de l'axe 8 de la lettre de cadrage adressée au gouvernement par le président de la transition lors du Conseil des ministres inaugural le 27 novembre dernier. Je pense que le 8e axe nous concerne particulièrement, à savoir la création de conditions devant aboutir à l'organisation d'élections apaisées, transparentes. Élections devront elles-mêmes mettre fin à la transition. De cet axe découlent 2 messages. Le premier message, son Excellence le chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, réitère ainsi son attachement au retour à un ordre constitutionnel, pas n'importe lequel, un ordre constitutionnel apaisé et sécurisé. Et le second message, en insistant sur la création de conditions que nous devons créer, le chef de l'État nous invite à beaucoup plus de synergie bien entendu dans notre démarche. Et je voudrais rassurer l'opinion nationale, internationale, que dans cette mission qui nous a été confiée, nous allons faire l'effort d'aller vite. Mais nous allons faire beaucoup attention à ne pas confondre la vitesse et la précipitation.
Le chef du gouvernement a invité l'ensemble des acteurs du processus à une synergie d'action et à la bonne collaboration pour l'atteinte de l'objectif. Notre présence ici ce matin rentre dans ce cadre. C'est déjà pour vous réitérer nos vives félicitations. Je le dis avec la plus grande franchise. Je pense que dans l'histoire électorale dans le monde, il est rare de voir une structure qui a été créée en moins d'1 an et qui arrive, et en tout cas qui a réussi à engranger autant de succès. Ceci montre à suffisance que notre pays regorge suffisamment de talent, suffisamment d'expertise, et ceci est à mettre au compte de l'actif du président de l'EJ et bien entendu de tous les commissaires de cette structure. Afin que les élections soient apaisées et transparentes, il faut une grande collaboration, une franche collaboration entre nos structures, également l'implication de tous les acteurs. Je pense en particulier ici aux partis politiques et aux acteurs de la société civile. Mais je pense qu'à la fois l'EJ et le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, nous allons poursuivre et faire l'effort de les inviter à nous accompagner, disons, dans l'atteinte de cet objectif qui nous a été assigné. Quelques instants après, le général de division Abdoulaye Maïga s'est rendu à l'archevêché de Bamako. Objectif, prendre contact avec l'Église catholique, demander son accompagnement et solliciter des bénédictions pour le pays. Le Premier ministre en a profité pour féliciter l'Église catholique pour la bonne organisation du pèlerinage de Kita. Monseigneur Robert Sissé et son équipe ont salué cette démarche combien significative du Premier ministre avant de faire des bénédictions pour les autorités et le pays. La paix, de la non-violence, du respect de la vie. Et nous allons poursuivre avec le Premier ministre. Le général de division Abdoulaye Maïga a présidé la cérémonie d'ouverture des journées économiques du Burkina Faso au Mali au nom du président de la transition, président de la Confédération des États du Sahel. Bamako abrite l'événement. Depuis ce lundi, les initiateurs veulent mettre en corrélation des acteurs des secteurs privés de nos pays AES pour nouer ou du moins consolider les partenariats et la coopération. La synthèse du discours d'ouverture du Premier ministre est avec Mamari Koné et Aliou Touré. En organisant à Bamako la première journée économique du Burkina Faso au Mali, la contribution à la mise en œuvre de la feuille de route est éclatante. Bien entendu, feuille de route de la première année de la Confédération des États du Sahel. Je voudrais, Madame l'ambassadeur, vous remercier pour cette initiative innovante. Je pense que le ministre de l'Industrie et du Commerce a bien situé le contexte. À cet effet, je voudrais saluer les thèmes choisis pour ces premières journées qui cadrent parfaitement avec les objectifs de développement de l'espace confédéral voulus par les 3 pères fondateurs de la Confédération des États du Sahel. Il est important de rappeler que le paramètre, en tout cas choisi conformément à leur vision, c'est de travailler à la fois sur les aspects de diplomatie, sur les aspects de défense et des aspects de développement. Mesdames et messieurs, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, 3 pays frères et amis, liés à la fois par l'histoire et la géographie, la culture, les valeurs et un destin commun. L'ouverture ce matin des travaux des journées économiques du Burkina Faso au Mali concrétise cette vision et les orientations de nos dirigeants. Je rappelle bien que le contexte actuel bien entendu peu reluisant, car nos pays traversent un contexte sécuritaire assez particulier, mais grâce à leur engagement, grâce à l'abnégation de nos forces de défense et de sécurité, nous sortons de cette situation malencontreuse. Les défis sur le plan politique et économique avec des conséquences drastiques sur nos populations. Et on le sait, ça a été rappelé à plusieurs occasions par nos chefs d'État, le recul n'est plus permis. Ce qui requiert de nos États le renforcement de la coopération dans tous les domaines, y compris le domaine économique et une solidarité accrue. Je n'ai nul doute que dans l'esprit de fraternité, d'amitié sincère et franche, les présentes journées seront le cadre idéal de mener des réflexions, procéder à des échanges d'expériences pour afin aboutir à la formulation des recommandations à même d'insuffler une nouvelle dynamique à notre coopération et au développement économique de notre espace confédéral.
Une initiative innovante de la représentation diplomatique du pays des hommes intègres au Mali, ces journées économiques du Burkina Faso au Mali. 3 jours durant, au CICB, les opérateurs économiques ainsi que les structures opérationnelles de l'espace AES vont présenter les opportunités d'investissement du Burkina Faso et les pays de la Confédération AES et aussi susciter des intentions de partenariat entre les participants. Seydou Traoré. Les journées économiques du Burkina Faso au Mali sont désormais le rendez-vous annuel d'échange des acteurs économiques des pays de l'AES. Avec ce cadre économique, l'ambassade du Burkina Faso au Mali entend contribuer au renforcement des liens entre les opérateurs économiques pour une émergence du secteur privé. Les journées économiques du Burkina Faso au Mali se veulent une tribune, un cadre d'échange du monde du commerce de nos 3 pays et en vue d'une expression commune des problématiques et des propositions de solutions pour une intégration économique véritable dans notre nouvel espace communautaire. Ces journées constituent un tremplin pour le secteur privé des 3 pays de l'AES d'exposer leur savoir-faire en vue d'amorcer un modèle de développement endogène. Nous avons besoin d'une économie organisée, d'une économie vraiment qui peut concurrencer effectivement ceux qui sont là en train de nous envahir. Nous voudrions bien que ce soit des opérateurs économiques de nos 3 pays qui conduisent certaines unités industrielles, certains commerces. La Confédération des États du Sahel a été créée et le modèle de développement économique retenu, c'est un développement endogène. Et ce développement endogène exige que nous fassions des réflexions afin d'aboutir à un schéma de développement qui prend en charge nos réalités socio-économiques. C'est pourquoi l'organisation de ces journées vont permettre de jeter les bases de ces réflexions-là afin que nous puissions, à travers ce développement endogène, avoir la capacité de produire nos biens de consommation, nos biens de service et nos biens d'équipement. Véritable espace de donner et de recevoir, ces journées économiques du Faso au Mali offrent une visibilité aux entreprises des 3 pays avec des opportunités dans le domaine de l'agrobusiness, de l'agroalimentaire, des mines, du transport, des BTP, de l'artisanat, des banques, entre autres. Et sans des cadres vraiment propices pour échanger sur les développements réels et les potentiels qui existent dans nos différents pays États de la Confédération, nous aurons du temps à pouvoir atteindre nos objectifs. Notre présence à cette journée symbolise notre ferme adhésion à toutes les initiatives et pouvant contribuer et à fédérer les énergies pour un développement endogène de nos 3 pays dans une option de véritable souveraineté alimentaire. Ces journées représentent une importance capitale pour COGEV parce que nous avons salué l'initiative qui a été prise par Madame l'ambassadeur de Burkina au Mali, qui permet de fédérer et d'intégrer les différents opérateurs économiques. Panel, échange entre professionnels du monde du commerce, visite de structures socio-économiques, exposition, vente des produits de l'AES sont les activités concoctées pour les journées économiques du Burkina Faso au Mali. Et dans des communiqués déposés à notre rédaction, le parti mouvement Djekabara, l'Alliance démocratique du peuple malien et la coordination nationale de l'association police de proximité, l'Alliance Malitanien, Tous pour le Mali pour tous, et l'Alliance pour la refondation du Mali, AREMA, adressent leurs félicitations aux FAMA pour la neutralisation de plusieurs terroristes à Tinzaouaten. Ce grand exploit confirme une fois de plus la montée en puissance des FAMA et traduit la ferme volonté des autorités du pays à préserver l'intégrité du territoire. Ils réitèrent enfin leur soutien indéfectible aux forces armées maliennes et appellent les Maliens à rester mobilisés pour la défense de la patrie. Fin ce dimanche à Kita du 53e pèlerinage au pied de Notre-Dame du Mali. La grande messe dite au sanctuaire marial a été mise à profit pour faire des prières et bénédictions pour notre pays. Un accent particulier a été mis sur le rôle que doit jouer la jeunesse dans la quête et l'assimilation des principes du Mali Koura. Le compte-rendu, c'est avec nos envoyés spéciaux Omar Traoré, Isaac Tchenou.
Présidé par Monseigneur Jonas Dambélé, évêque de Caille et non moins président de la conférence épiscopale du Mali, les pèlerins ont prié le Seigneur pour le renouvellement des cœurs en faveur d'un Mali nouveau. Des intentions de prière qui corroborent avec le thème de ce pèlerinage. Dans son homélie, Monseigneur Jonas Dambélé a surtout invité les jeunes pour plus d'engagement pour le Mali Koura. Il a aussi demandé à la jeunesse d'éviter la facilité. Pèlerins de Kita 2024, à travers vous, Dieu invite tout notre peuple et particulièrement la jeunesse à comprendre que l'individualisme, l'appât du gain facile, l'instrumentalisation des religions, le banditisme et le terrorisme limitent les possibilités de changement des cœurs dans notre pays aujourd'hui. À travers vous, chers pèlerins, Dieu invite tout notre peuple à faire ressurgir pour l'amour de notre pays le Maya, la bravoure dans le labeur, l'honnêteté, la vérité, vieille richesse de nos familles, de nos communautés et villages. Le représentant de l'AGMPM, Pascal Dlamélé, a invité à l'union pour le renouvellement du corps de Christ. Nous avons un message de l'union, de l'unité du corps de Christ. Que ce soit catholique, protestant, nous sommes un, comme je l'ai si bien dit. Nous sommes du même nom de famille et nous devons marcher ensemble, nous soutenir. Nous sommes dans un pays en crise et nous devons prier constamment pour le pays, le Mali. Le ministre en charge des Affaires religieuses et du culte a apporté le message du gouvernement. On a tous assisté ce matin aux prêches de nos évêques. On a tous assisté aux différentes orientations données par l'Église. Ça veut dire que ça va avec la droite ligne de la vision de la transition et de son excellent chef de l'État. Et c'est parti depuis ce matin pour les activités de la Journée mondiale de lutte contre le sida, édition 2024, couplée au lancement du mois de lutte contre le sida. Cet événement est l'occasion de saluer les progrès du Mali en matière de lutte contre cette pandémie de 1,7 à 0,8%. Notre pays est sur la bonne voie de contrer cette maladie d'ici 2030. L'événement qui se tient donc à Ségou est célébré autour du thème national promouvoir les droits humains, c'est contribuer à éliminer le sida. On prit part à cette cérémonie dans les locaux de l'université de Ségou. Des milliers de jeunes, des acteurs de la santé, ceux de la société civile, leurs partenaires aux côtés de 6 membres du gouvernement et des autorités régionales de Ségou. Juste après la cérémonie de lancement, les membres du gouvernement se sont rendus au CCRF de Fana, un bon élève en matière de prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida. Nous reviendrons sur ces activités dans nos prochaines éditions avec Ramata Konaté et Karamogo Traoré depuis notre station régionale. Madame le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille prend part à cette célébration de la Journée mondiale de lutte contre le sida à Ségou, occasion saisie pour échanger avec ses services décentralisés des grandes orientations de l'État. Honoré Tchenou Issaba. Cette prise de contact du ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille à Ségou constitue une première depuis sa nomination. Il s'agit pour le ministre Sanogo d'échanger de près avec les structures relevant de son département sur les grandes orientations de l'État. Ainsi, le ministre s'est entretenu avec la direction régionale de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille et les fêtières. J'ai tenu à être là avec les services régionaux et déconcentrés de mon département. Donc, faire une première prise de contact, donc les informer, les rappeler aussi des grandes orientations du chef de l'État, son Excellence général d'Almey, Assimi Goïta. Après les échanges avec les siens, le ministre fait part de ses constats. Tout le monde est debout, tout le monde est prêt à accompagner le chef de l'État dans l'atteinte de ses objectifs assignés, dans le cadre d'une amélioration des conditions de vie de nous tous et toutes. Ça a été l'occasion pour nous aussi d'une prise de contact avec la nouvelle ministre, de cerner le contour de tous les documents, de toutes les informations, de toutes les orientations relatives au nouveau gouvernement. Et ces orientations, elle nous a vraiment briefé
sur les nouvelles orientations. Et parmi ces orientations, un programme global assorti des plans d'action qui concernera les différents ministères sectoriels. Cette prise de contact a permis aux collaborateurs de présenter des doléances au ministre, des doléances se rapportant à l'insuffisance du personnel, l'insuffisance des finances, entre autres, et le ministre de rassurer d'en avoir pris bonne note. Une délégation de haut niveau de l'Organisation internationale des migrations, OIM, séjourne au Mali. Cette première étape d'une série de visites dans les pays de l'AES se veut être un cadre d'échange et de partage en matière de défense des droits des migrants. Abdul Karim Kaba nous parle de l'entrevue de la délégation avec le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine. Conduite par le directeur de cabinet de la directrice générale de l'Organisation internationale pour la migration, la délégation a été reçue d'abord par le ministre Moussa Ag Atayer. L'audience aura permis à Mohamed Abdiker de saluer et féliciter les autorités de la transition pour les efforts déployés dans le cadre d'accompagnement et d'insertion des migrants de retour au pays. Il est très impressionnant tout le travail que le gouvernement a réalisé dans les dernières années pour appuyer la diaspora. Donc surtout quand ils doivent revenir au pays, cette diaspora, pour arriver à faire des investissements. Cette délégation de haut niveau de l'OIM s'est ensuite rendue à la Maison des Maliens de l'extérieur. En compagnie du ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine, la délégation a visité les coins et recoins de ces locales. Ici, tout est mis en œuvre pour la bonne organisation, le renseignement, l'orientation et la réinsertion. Cela montre le grand investissement que le Mali fait pour appuyer ses propres citoyens qui retournent au pays. Donc c'est très surpris de voir tous ces grands buildings et tout cet appui du gouvernement et essayer au mieux de soutenir tout ce qui revient et il y a lieu de s'assurer pour comment réaliser tout cela. L'occasion est saisie par le ministre Moussa Ag Atayer pour remettre des kits et des enveloppes d'insertion. Nous avons eu une discussion très dense, très profonde sur l'analyse des dynamiques migratoires, sur les enjeux que constitue la migration aujourd'hui, pas que pour nous, mais pour le monde entier, sur les opportunités pour les migrants de retour, mais aussi sur les opportunités de migration légale entre pays africains, ça c'est très intéressant, mais aussi migration légale au-delà. Donc je ressors de la rencontre, de l'audience que je leur ai accordée, très satisfait et très encouragé par la robustesse et la qualité de notre partenariat avec l'OIM. Cette délégation de haut niveau de l'Organisation internationale des migrations entame ainsi une série de visites dans le pays de l'AES. Et c'est pour renforcer et consolider les acquis de ce partenariat qui tourne autour de l'assistance des migrants et de la lutte efficace contre la migration irrégulière. Comme annoncé au début de ce journal, hors de nos frontières, démarrage de la 16e conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. La COP16 se tient à Riyad, la capitale saoudienne. On fera le point avec nos envoyés spéciaux, probablement au cours de ce journal. Envoyés spéciaux Agibou Koulibaly et Abou Koné. Place maintenant à l'actualité AES. Ouverture à Bamako du deuxième forum quadripartite de haut niveau des régulateurs de médias des pays membres de la Confédération des États du Sahel et la Guinée, organisée par la Haute Autorité de la Communication du Mali. Cette rencontre vise à aborder les conséquences néfastes liées à la désinformation et le rôle remarquable des régulateurs des médias, surtout en temps de crise. Aussi, le rendez-vous de Bamako des spécialistes du domaine est d'assurer une régulation harmonieuse et efficace des médias en période de transition. La cérémonie d'ouverture du forum a été présidée par le ministre en charge de la communication. Plus de détails avec Aridjou Matina.
Rencontre sous-régionale de haut niveau à Bamako sur les défis liés à la régulation des médias en temps de crise. Les autorités de régulation du Niger, du Burkina Faso, de la Guinée et du Mali se retrouvent à la faveur de la 10e édition du Forum quadripartite des régulateurs de la communication de la Confédération des États du Sahel pour réfléchir sur les dangers liés à la désinformation et le rôle combien important des régulateurs en temps de crise. La régulation des médias pendant les périodes de crise reste complexe, sensible notamment en termes de contrôle de la désinformation, de protection des journalistes et de respect de la liberté de presse, mais aussi la stabilité des États. Le présent forum doit amener, entre autres, les participants à partager leurs expériences. La guerre informationnelle à laquelle font face nos États exige de nous un sens de régulation, des ripostes à hauteur des atteintes graves à l'unité et à la cohésion sociale dans nos pays. Nous avions réaffirmé notre engagement à protéger et à promouvoir la liberté de la presse, à une seule condition, que cette presse soit indépendante, mais suffisamment responsable. Et c'est pour ça, dans les lois qui créent les instances de régulation, le législateur a prévu des sanctions. Lors de la première édition du forum tenu à Conakry en Guinée en mai 2023, les participants avaient mis l'accent sur les enjeux de la régulation des médias dans les pays en transition afin de lutter efficacement contre la désinformation, facteur de déstabilisation. Il ressort des termes de référence qu'il s'agit de renforcer la collaboration entre les autorités de régulation des trois États, de l'AES et de la Guinée pour une régulation efficace des médias en période de transition afin de contribuer à la stabilité et à la paix dans ces pays. Les axes majeurs de cette collaboration, il s'agit de partager les expériences et les bonnes pratiques en matière de régulation des médias en période de transition, d'identifier les défis communs et élaborer des stratégies conjointes pour y faire face, et bien sûr promouvoir la liberté de la presse tout en assurant les normes éthiques et déontologiques. C'est dire que les objectifs spécifiques que vous vous êtes ainsi fixés sont en adéquation parfaite avec les défis auxquels la plupart de nos pays sont confrontés. Participe également à ce forum de 2 jours le Togo en qualité d'invité d'honneur pour son expertise et son accompagnement à l'endroit des pays en transition. C'est un honneur pour la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication du Togo d'être associé à cette rencontre. Je pense que pour nous, c'est une façon pour les instances de régulation des médias des pays de l'AES de reconnaître en ce qui concerne le Togo non seulement une certaine expérience, mais une forte amitié et un certain parallélisme dans les actions qui peuvent être menées pour combattre ce que nous appelons chez nous l'insécurité médiatique. Les experts de la communication et de la sensibilisation, lors de ce forum, aborderont plusieurs thématiques comme la communication institutionnelle dans l'espace AES et la Guinée, enjeux et défis, ou encore le respect de l'éthique et de la déontologie en matière de collecte et de traitement de l'information en période de crise et l'autorégulation. Fin ce 1er décembre 2024 à Ouagadougou de la 14e édition du Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou, CITO. Remise de distinction et récompense pour plusieurs acteurs du secteur. Au total, 27 prix officiels pour 6 catégories et 3 prix spéciaux. Le compte-rendu de Salifou Belem et Beniwende Frédéric Nikema. Au palmarès de cette 14e édition du Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou, CITO, 27 prix officiels ont été décernés aux acteurs du secteur dans 6 catégories. Il s'agit entre autres des catégories meilleur agent comptoir, meilleur concessionnaire de véhicules de tourisme, meilleur valet de chambre, meilleur garçon de café et art culinaire. Dans cette dernière catégorie, c'est la République sœur du Niger qui s'illustre le mieux avec Mohamed René Kaltoum Fazouma. Elle s'adjuge les premiers prix dans les sous-catégories entrées et desserts et le deuxième prix dans la sous-catégorie boissons. Les 3 prix dans la sous-catégorie plat de résistance reviennent quant à eux au Burkinabé. L'entrée, c'est un plat de chez moi, le moringa, communément tout le monde le connaît, donc avec la pintade pilée.
c'est le mélange des deux que j'ai présenté. Donc, et le dessert, c'est à base de potiron. C'est quelque chose qui est très aimé, que les gens ne mettent pas en valeur. J'ai reçu 2 prix ce soir, donc je suis très contente. D'abord, j'ai fait le dessin, j'ai fait le panna cotta des dattes à la vanille. J'ai fait entrée, j'ai fait ça, c'est en traditionnel, entrée plat, kumbado, à base, avec capitaine. Moi-même, je ne m'attendais même pas, donc je ne me suis pas préparée. Dans la 6e catégorie meilleur stand, la République sœur du Niger répare comme à l'édition précédente avec le meilleur stand pays. Le prix du meilleur stand professionnel est remporté par Azalai Hotel et celui du meilleur stand région par le Centre-Sud. La seule tenue est déjà un motif de satisfaction parce que nous le disons toujours, dans le contexte actuel du Burkina Faso, chaque événement majeur que nous préparons et dont nous réussissons la tenue renforce davantage notre conviction que véritablement nous allons relever tous les défis et que nous allons sortir plus forts des épreuves auxquelles notre pays fait face aujourd'hui. Cette 14e édition a donné à voir l'engagement de l'ensemble des acteurs du secteur du tourisme et de l'hôtellerie. Et Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo d'inviter les Burkinabés à davantage se mobiliser pour la promotion du tourisme interne, un secteur créateur d'emplois et de richesses. Et à cette soirée de clôture de la 14e édition, hommages et reconnaissances sont adressés à ces pionniers qui ont tracé les sillons du CITO et ont contribué au développement du tourisme au Burkina Faso. Au Niger, le bulletin des forces de défense et de sécurité dans leur mission de sécurisation du territoire du 28 au 30 novembre 2024 évoque ces interventions commentées par Jocelyne Amoussou. Lors d'une mission de reconnaissance offensive menée le jeudi 28 novembre dans la zone comprise entre Bolondjouga et Gourtea, nos forces ont intercepté 2 individus circulant à moto. Les suspects, soupçonnés d'appartenir à des groupes criminels, se dirigeaient vers Kokoloko avec plus de 25 litres de carburant, probablement destinés au réseau criminel évoluant dans la zone. Le lendemain, une patrouille des forces de sécurité opérant dans le périmètre de Torodi a appréhendé un agent de renseignement appartenant à un groupe criminel. Identifié et dénoncé par des collaborateurs locaux, le suspect a été remis aux services compétents pour déterminer son implication dans des activités criminelles. Dans la région de Tawa, dans le cadre de l'opération Chara, les éléments du poste avancé de Tebaram ont récemment mené des opérations ciblées ayant abouti à l'arrestation de 3 complices actifs des réseaux criminels opérant dans les secteurs de Tigirnasen et Egarek. Ces individus, identifiés comme des facilitateurs logistiques des groupes criminels armés, jouaient un rôle clé dans le transit et l'approvisionnement de matériel ennemi dans ces zones stratégiques. Lors de cette intervention, une somme de 2 180 000 francs CFA, des armes légères ainsi que divers équipements compromettants ont été saisis, renforçant ainsi les efforts pour désorganiser ces réseaux criminels. Dans la région de Maradi, dans le cadre de l'opération Farotoboucha, en milieu de cette semaine, un détachement des forces de sécurité patrouillant dans le secteur de Firji a arrêté 9 criminels. Identifiés et dénoncés par leurs victimes, ces individus appartiendraient à un réseau criminel organisé, spécialisé dans le vol de bétail, de céréales et d'autres objets de valeur sous menace armée. Les intéressés ont été remis à la brigade de gendarmerie de Madaroufa pour les besoins de l'enquête et la poursuite des procédures judiciaires. Dans la région de Zender, au sein de la zone de défense numéro 3, la patrouille départementale de Damagaram-Takaya a visé sur le transit suspect d'un véhicule anormalement chargé à intercepter l'engin dans la zone de Tanout. L'opération a permis l'arrestation de 3 trafiquants et la saisie de 32 cartons de prégabalin, un produit pharmaceutique détourné de son usage réglementaire. Dans la région d'Agadez, dans le cadre de l'opération Garkwa, dans la matinée du jeudi 28 novembre 2024, suite à des renseignements signalant une attaque menée par des bandits armés contre 2 véhicules Toyota en provenance de Tabarakat, une unité des forces de défense et de sécurité est intervenue rapidement pour déjouer l'attaque. La poursuite engagée contre les assaillants à moto n'a pas permis de les interpeller, mais les a contraints à abandonner 2 motocyclettes et 5 téléphones portables avant de s'échapper. Les enquêtes sont en cours pour leur interpellation future après exploitation par les services spécialisés de leurs téléphones.
à Niamey et ses environs. Dans le cadre de l'opération Inchinkasa, menée depuis près d'une année, les forces de sécurité poursuivent leurs efforts pour neutraliser toute menace pesant sur la quiétude des populations à Niamey et dans ses environs. Au cours de ces dernières 72 heures, les patrouilles et les fouilles de véhicules ont permis l'interpellation d'un présumé terroriste, la saisie de 40,5 cartons de cigarettes de contrebande, la confiscation de plus de 975 litres d'essence destinés à des activités illicites. Tenue du Conseil national du crédit de la BCEAO, l'évolution du secteur des microcrédits, le nouveau texte du code minier principalement, celui qui prend en compte l'implication du secteur privé dans l'approvisionnement des sociétés minières en matériel et autres produits au cœur des échanges. Boubacar Bablé-Touré pour plus de précisions. Le Conseil national du crédit, une réunion statutaire à l'initiative de la BCEAO qui regroupe périodiquement les experts du domaine des finances, des opérateurs économiques et d'autres acteurs. Pour ce rendez-vous, 2 points étaient à l'ordre du jour. D'abord, l'évolution du secteur des microfinances dans notre pays. Et la Banque centrale a fait une note bien détaillée sur l'évolution de ce secteur qui connaît quelques difficultés, mais qui a pu quand même être résilient compte tenu des crises successives que le pays a connues. Les résultats du secteur sont assez encourageants, mais restent à surveiller. Donc nous nous sommes dit quelles pouvaient être les mesures d'accompagnement que non seulement la Banque centrale pouvait mettre en place, mais également l'État du Mali à travers donc, la cellule de surveillance du secteur de la microfinance. Donc les évaluations qui ont été faites et les recommandations qui sont issues de ces évaluations, comment les mettre en œuvre pour en tout cas avoir un secteur des microfinances assaini dans notre pays. Le second point est relatif au nouveau texte du Code minier et du contenu local. Un texte qui prend en compte les acteurs du secteur privé en ce qui concerne l'approvisionnement des sociétés minières en matériel et d'autres produits. Il s'agissait de voir comment organiser le secteur privé, comment accompagner le secteur privé, comment financer le secteur privé et quel rôle la Banque centrale peut jouer dans l'appui aux banques. Quand on parle de contenu local, il s'agit, pour ce qui concerne le secteur privé, de pouvoir assurer la sous-traitance dans les sociétés minières par des entreprises maliennes, des entreprises qui appartiennent à des Maliens à 51%. Donc il faut que des entreprises appartenant à des Maliens à 51% puissent assurer donc la fourniture de tous les services aux sociétés minières à hauteur donc de 51%. Nous avons estimé qu'il y a plus de 6 000 milliards de chiffre d'affaires dans le secteur. Donc nous avons estimé qu'il faut que le secteur privé puisse s'organiser, puisse se mettre en capacité et puisse vraiment être capable donc de répondre aux besoins de l'industrie minière. Et le patron de l'Hôtel des Finances d'inviter les membres du Conseil à réfléchir sur ces 2 questions et de proposer des solutions appropriées pour le prochain Conseil prévu dans un bref délai. À partir du premier trimestre 2025, les 4 filiales de la CMDT et l'Office central de classement du coton seront remplacées par des directions régionales. Ainsi en ont décidé les administrateurs de la société à la faveur de leur 102e session qui s'est tenue ce lundi matin dans les locaux de la CMDT, session au cours de laquelle ils ont adopté le projet de fusion par voie d'absorption des filiales de Sikasso, Koutiala, de Fana et de Kita. Une nouvelle direction régionale sera créée à Bougouni. On en sait plus avec Siaka Konate. Fin du processus de privatisation de la compagnie malienne pour le développement des textiles. La CNBT redevient une seule société. Le projet de fusion par absorption des 4 filiales et de l'Office central de classement du coton OCC a été examiné et adopté par la 102e session du conseil d'administration de la société. Ça fait assez longtemps qu'un processus de privatisation de la CMDT avait été engagé, interrompu par la grâce de Dieu. Et donc la situation est restée pendante pendant un très bon moment. Et donc à la suite des assises
Et même avant les assises, des initiatives avaient été engagées pour pouvoir procéder à la fusion et ramener la CMDT à sa structure d'antan pour qu'elle soit plus proche et satisfaire les demandes des acteurs des régions de production cotonnière. Donc à ce titre-là, nous avons eu le soutien des autorités de la transition et leur engagement pour le développement de la filière cotonnière. Ainsi, dès les premiers trimestres 2025, les filiales sud de Sikasso, nord-est de Koutiala, centre de Fana, ouest de Kita, ainsi que la coordination de Bougouni et l'Office central de classement du coton seront érigées en direction régionale, toutes choses qui devront aboutir à une plus grande opérationnalité et un meilleur management de la société. Et nous allons nous structurer de telle sorte qu'à pouvoir apporter un service de qualité et opportun aux producteurs, mais aussi à assurer la gestion de notre tâche de cœur qui est le traitement industriel du coton par l'égrainage et la commercialisation de ce coton-là. J'ose espérer que notre plan stratégique qui sera bâti sur cette nouvelle réorganisation permettra de redonner des airs de gloire à la filière cotonnière. Les administrateurs ont autorisé les PDG à signer le projet de fusion et à convoquer une assemblée générale extraordinaire des actionnaires pour entériner cette décision, ce qui mettra fin au processus de privatisation de la CMDT, conformément aux recommandations des Assises nationales du coton tenues en février 2021. L'apport des sciences naturelles dans la gestion efficiente des crises, c'est le thème de la 5e journée scientifique du département de biologie. L'objectif de cet exercice scientifique est la valorisation et la vulgarisation des résultats de certaines recherches des panélistes qui seront primés. Almouzer Altamissa Yatara, reportage. La journée scientifique du département de biologie est un cadre d'échange et de partage des savoirs où se côtoient des acteurs du monde académique, des instituts, des centres de recherche et de formation. La 5e édition est consacrée à l'apport des sciences naturelles dans la gestion efficiente des crises. Si vous proposez des solutions, ces solutions s'adressent aux hommes. Il faut aussi connaître les hommes dans leurs pensées, dans leur ambition et dans leur devenir. En mettant les deux ensemble, on peut aller vers une gestion efficiente des crises. Et c'est ça le rôle des sciences naturelles. Parce que si les sciences de la nature ne font pas ce qu'ils doivent faire, ça voudra dire qu'il y aurait beaucoup de crises. Et beaucoup de crises peuvent être empêchées par l'action des sciences de la nature. Si nous agissons vite en tant que naturalistes, on peut sauver le climat. Ainsi, 157 résultats des recherches feront objet de discussions au cours de cette 5e journée scientifique du département de biologie. L'objectif de cet exercice reste la valorisation et la vulgarisation des résultats des recherches. Oui, à cette 5e édition, nous avons la participation de 6 pays frais, la participation des universités sœurs de la Guinée-Conakry, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Togo et du Bénin. L'un des objectifs aussi de ces journées scientifiques, c'est d'inculquer, n'est-ce pas, la curiosité scientifique, inviter, n'est-ce pas, les jeunes à aller vers la science. La commission d'organisation de la 5e journée scientifique du département de biologie pour encourager l'excellence et l'éducation scientifique a décidé de remettre des prix pour les meilleures communications dans les groupes thématiques, à savoir sciences agronomiques, microbes et santé humaine, biochimie, microbiologie et nutrition, et enfin écologie, eau et environnement. Regardons à présent la 9e session du comité de pilotage du projet d'amélioration du secteur de l'électricité au Mali, PASEM. Un reportage de Ibrahim Kaoukonati. Il s'agit pour les participants de cette 9e session du comité de pilotage du PASEM d'adopter le compte rendu de la 8e session, d'examiner l'état de traitement des recommandations et l'état d'avancement du projet, d'examiner et d'adopter le projet du programme de travail et du budget 2025. Ce progrès se justifie tout simplement par le fait que nous avons signé les marchés relatifs à ces travaux majeurs qui va consister à la construction de lignes haute tension et de postes 225 GIS.
Nous avons modernisé considérablement les activités au niveau de ces postes-là en apportant vraiment de nouveaux transformateurs. Ces travaux ont apporté un progrès consistant dans les réalisations du PASEM. Financé par la Banque mondiale et le gouvernement de la République du Mali, le PASEM s'inscrit dans le cadre de la stratégie de développement du secteur de l'énergie électrique au Mali. Au-delà d'un simple projet d'infrastructure, le PASEM est une vision globale visant à garantir une efficience opérationnelle accrue pour EDMSA. Conscient de cela, ainsi que des défis qui persistent, je puis vous assurer de l'engagement continu de nos plus hautes autorités à surmonter ces obstacles afin de faire du secteur de l'électricité un véritable moteur de développement économique et social au Mali. Le projet d'amélioration du secteur énergie du Mali, PASEM, va booster le besoin énergétique tant souhaité par les autorités de la transition. Communication autour de la compagnie d'assurance. Comme son nom l'indique, elle a pour mission d'apporter une assistance aux assurés en procédant notamment à la réparation des préjudices, c'est là conformément à certaines règles établies en la matière. C'est là conformément donc à certaines règles établies en la matière. Pour expliquer les mérites de l'assurance, le réseau de l'entreprise en Afrique de l'Ouest en parle dans son CEO Talks, un cadre d'échange et de partage d'expériences susceptibles de contribuer à vulgariser donc les avantages des assurances. CEO Talks, un cadre d'échange sur les biens fondés de l'assurance. Ce concept initié par le réseau de l'entreprise en Afrique de l'Ouest est ici célébré pour la 13e fois. Pour la présente édition, le choix a été porté sur Bekiri Magangile, directeur général d'une compagnie d'assurance de la place, pour partager son expérience avec l'assistance. L'assurance est un mécanisme par lequel on mutualise les risques auxquels sont exposées les personnes physiques ou morales qu'on appelle assurées, et moyennant le paiement d'une cotisation qu'on appelle également prime, avec à la clé la promesse que l'assureur fait de faire face aux conséquences financières en cas de réalisation des risques. Comme à l'accoutumée, la rencontre enregistre des témoignages sur la question. C'est le cas d'une nommée Omontié Koulibaly, gérante d'une entreprise privée de la place spécialisée dans la transformation agroalimentaire. Nous avons eu à assurer nos magasins de stockage des intrants agricoles et une fois nous avons été touchés par l'inondation. Ils sont venus faire le constat, identifier les dégâts matériels et tout. Et puis après, on s'est vu, on a échangé et ils ont commencé les remboursements. Cependant, certains assurés retiennent de leur compagnie d'assurance un souvenir peu satisfaisant. Ils se plaignent d'une certaine lenteur dans la réparation des préjudices causés. Dr Ibrahima Sango, médecin radiologue, en fait partie. En 2023, mon épouse a fait un accident. La police a également suivi tout ce qui s'est passé. Mais malheureusement, nous n'avons pas eu suite à ce qui nous a été proposé. La question que je me pose, quel est le rôle de l'assurance réellement? Pour l'instruction, on a besoin d'un certain nombre de pièces. Ça peut être le PV, le procès-verbaux de constat pour l'accident. Ça peut être l'obtention d'un rapport d'expertise médicale quand c'est blessé. Des documents qui nécessitent un temps de traitement. L'essentiel pour nous, c'est de travailler sur déjà le respect des engagements. Le respect des engagements tout en tenant compte du délai de réparation des dommages causés. C'est à ce prix qu'assureurs et assurés feront une convergence de vues. Un mot de la 16e conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. La COP16 se tient à Riyad, la capitale saoudienne. Les travaux ont démarré ce lundi 2 décembre avec comme ambition d'apporter des réponses adéquates à la crise grandissante liée à la dégradation des terres et aux sécheresses. On fait le point avec nos envoyés spéciaux Agibou Koulibaly à Boukoné. Après Cali et Bakou, c'est à Riyad que s'ouvre la COP16, consacrée à la dégradation des terres. Lors de la cérémonie d'ouverture, le président sortant de la COP, Alain Richard Douahi, ancien ministre ivoirien des Eaux et Forêts, a passé le témoin à son successeur saoudien, Abdulrahman bin Abdul Mohsen Ali Fadili,
ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Agriculture. M. Donhaï a exprimé sa confiance quant à l'engagement collectif dans la lutte contre la désertification, marquant les 2 années de son mandat comme une période d'efforts intenses pour un monde plus vert. De son côté, le nouveau président a remercié la communauté internationale pour sa confiance et a promis de travailler de concert pour atteindre les objectifs fixés. Dans son discours, Ibrahim Thiaw, secrétaire exécutif de la Convention, a rappelé l'importance d'une approche intégrée qui tienne compte des liens étroits entre désertification, perte de biodiversité et changement climatique. La délégation malienne conduite par Doumbia Mariam Tangara, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, et le gouverneur de la région de Mopti, le général de brigade Abbas Dambélé, s'est montré optimiste quant au succès de cette conférence. Il y a beaucoup de littérature pour ce qui concerne les aspects de désertification. Il y a beaucoup de littérature autour. Mais ce qui est notoire aujourd'hui, la plus forte participation du Mali à l'événement COP16 est remarquable. Et nous osons croire que tout cela s'inscrit en phase des initiatives que nos plus hautes autorités sont en train de prendre aujourd'hui. Si vous avez remarqué un peu les initiatives présidentielles par rapport à tout ce qui concerne le bétail, tout ce qui concerne même la lutte contre l'immigration, il y a eu beaucoup d'annonces, mais il y aura beaucoup de mobilisation de ressources, ce qui va permettre aux nos autorités de mieux exécuter leur ambition, leur vision, empêcher les jeunes d'aller à l'exode rural, ce qui est un vœu qui tient beaucoup au cœur de notre président de la transition, son Excellence le général Assimi Goïta, chef de l'État. Je dirais bien que le Mali, étant un pays qui a signé et ratifié la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, a le droit et l'obligation de prendre part à cette COP. Donc les attentes sont énormes. Il y a les attentes au niveau de renforcer la résilience des communautés face à l'adaptation au changement climatique. Également, il y a le financement des grands projets et des initiatives locales à travers la Grande Muraille Verte et puis d'autres initiatives pour quand même restaurer les terres dégradées. Également, il y a le renforcement de la coopération internationale et régionale par rapport à la coopération et le partenariat pour une grande mobilisation autour de cette question de désertification aujourd'hui. Nous allons mettre l'accent également sur le transfert des technologies, qui est un transfert vraiment qui doit apporter des solutions basées sur la nature à travers les initiatives locales pour quand même restaurer et puis permettre à la gestion durable des terres et des ressources naturelles. L'ambition est claire, transformer les engagements en actions concrètes pour préserver les terres et améliorer les moyens de subsistance des générations futures. Après Kali et Bakou, Riyad espère marquer un tournant historique dans la lutte contre la désertification, un enjeu crucial pour la planète. Retour au Mali, 300 millions de francs CFA, c'est le coût d'une donation composée de matériels médicaux, de consommables et de médicaments au profit du CCRF de Kati. Le geste est de la Fondation 221. L'initiative vise à renforcer le plateau du centre de santé, mais aussi renforcer la qualité de prestation en termes de besoins en médicaments. Moubacar Bablé-Touré. Le début du bonheur, c'est la santé, a-t-on l'habitude de dire. Eh bien, la Fondation 221 décide de contribuer au bonheur de la population de Kati à travers cette importante donation au district sanitaire de Kati. D'une valeur de 300 millions de francs CFA, elle est composée de matériels médicaux, de consommables et de médicaments. Le geste s'inscrit dans le cadre d'une bonne collaboration entre la Fondation et les autorités du cercle de Kati. Pour nous, chacun a un rôle à jouer dans la construction de l'édifice national dans cette période difficile pour notre nation. C'est pour toute raison que nous avons décidé de soutenir le gouvernement dans le renforcement du plateau technique sur l'ensemble du territoire national du Mali. Ce don, en plus de renforcer la qualité du plateau technique du CCRF de Kati, va aussi combler le déficit en termes de médicaments dans le 10 centres de santé. Il y a des médicaments qui peuvent concerner toutes les spécialités. Donc j'ai eu l'honneur et le privilège de recevoir autant de toute l'équipe de santé du cercle. Mais après dépouillement, nous allons voir comment utiliser de façon efficiente
vraiment cette donation qui vient d'être faite. Notamment, il y a des médicaments pour certaines spécialités. Donc, en fonction des structures, nous allons dispatcher entre les structures pour que ce soit vraiment rentabilisé. C'est important, l'eau de donation est une aubaine pour toute la population de Kati, surtout en cette période de situation difficile pour notre pays. Cette donation qui scelle est désormais partie. Allez, nous allons terminer en slam. On va suivre cette conférence de presse animée par l'artiste Tatishka, la slameuse. C'est pour nous donner un avant-goût de son prochain album, Kuma, qui sera lancé lors d'un concert dédicace prévu le vendredi 13 décembre. Ibrahim Kaoukonate, Abdraman Traoré, reportage. Pur produit de la 6e promotion du Centre de formation du slam au Mali, Takati Sempara, connu sous le nom de Tatishka la slameuse, propose aux fans et aux défenseurs du slam un album 100% slam intitulé Kuma la parole. L'album Kuma survient suite à certaines péripéties qui se sont déroulées dans ma vie. D'abord, au prémices, je voulais être médecin. Et ça, c'était pas moi-même mes vœux, mais c'était des instructions données par mon frère. Et après l'obtention de mon bac, j'ai opté pour la faculté de médecine. Et malheureusement, je n'ai pas pu dépasser le cap du lycée. Et moi, je peux dire que c'est ce qui m'a vraiment empêché de réaliser ce rêve-là. Pour l'intituler Kuma. L'album comporte 16 titres. Le slam est un art qui permet aux jeunes de s'exprimer, de dénoncer les tares de la société. C'est aussi un puissant moyen de véhiculer le message pour sensibiliser la population. C'est l'une des personnes les plus déterminées que je connaisse parce que sortir de l'école d'islam et mettre en place un collectif et organiser avec des moyens du bord, des spectacles, surtout dans le domaine de l'humanitaire. Kuma est un album entièrement dédié au slam et la musique. Il est déjà disponible sur les plateformes de Bamako, dans la salle Ciné Magique, ex-Babemba. Voilà, je vous l'ai dit, ça donne un avant-goût et on avait la présence donc de Saka Rose et de Tatishka. Voilà, ça, c'est qui met un terme à ce journal. Merci de votre aimable fidélité. Je vous dis à demain, 20h, j'espère. Et un grand merci à nos téléspectateurs de Pékin et de Guangzhou. C'est en Chine. Bonsoir à tous.